Ok, il y a Laurence qui a un problème de son, elle revient. Donc, Aline, oui, si en plus, toi, tu as une tendinopathie, c'est ça, l'adducteur? Enfin, ça a été diagnostiqué maintenant ou pas? Je ne me rappelle plus. Si tu veux, tu peux parler au micro, comme ça je vois pas l'écran. Oui, pas vraiment encore. Il me dit que c'est très probablement ça. Ouais, ça me paraît très logique vu ce que tu m'as décrit. Hein. Ouais, bah oui. Ouais. T'as mal pendant quel mouvement? Pendant la rotation externe ou interne, tu dirais? Bah, j'ai mal quand je m'assieds dans cette position-là, quoi. J'ai vraiment mal à la victoire. Ok. Je conseille de chercher, donc là on va faire l'analytique. Quand c'est pathologique, donc quand c'est un problème, quand c'est pas Désolée un pour le problème, bruit. ouais, quand c'est pathologique, je conseille d'isoler le problème, de chercher où est le problème précis. Comme ça, tu travailles sur le problème précis. Donc, Ok. vérifie quand tu le referas si tu l'as plus en rotation interne ou en rotation externe. Donc, je rappelle, la rotation interne, c'est quand tu fais ça. La rotation externe, c'est quand j'ouvre. Hein. Donc, Attends, je vais ouvrir, essayer. fermer. Et donc, en fonction essaie de préciser bien si c'est une rotation interne ou externe qui te le fait. Et comme ça, tu pourras cibler le problème à cet endroit-là. Et je rappelle une petite démarche. Tendinopathie, donc ce que les gens appellent une tendinite. Donc, c'est une inflammation du tendon, principalement. Ce qui veut dire que votre tendon, il a plus une très bonne qualité. Et s'il a une mauvaise qualité, en fait, tout le reste en pâtit. Souvent, le tendon, il n'est pas touché seul. C'est rotation interne, ok. Donc, tu as mal à l'adducteur pendant ta rotation interne. Donc, c'est Alors, oui, c'est clair. Enfin, non, je ne peux pas me prononcer comme ça, je n'ai pas analysé ton cas. Mais j'ai de fortes suspicions sur la tendinopathie parce que pendant que tu fais ta rotation interne, tu vas mobiliser l'adducteur pour réussir à le faire. Tu vois, donc l'adducteur, c'est ici. Hein, et donc, pendant que tu vas le faire, tu vas le mobiliser. Et comme tu le mobilises, à mon avis, c'est la mobilisation de l'adducteur qui le fait. Donc, je te conseille d'utiliser des poids externes, donc de pousser avec ton bras et d'essayer de relâcher ton adducteur pendant que tu le fais. C'est pas si simple à faire. Donc, si c'est trop difficile à faire pendant la rotation interne, je te conseille plus celle-ci alors. Hein, comme ça, parce qu'elle demande moins de mobilisation musculaire de l'adducteur. Je rappelle quand même, donc tendinopathie, c'est ce que les gens appellent une tendinite. Quand on a une tendinite, donc c'est ce qui fait, c'est un problème, donc c'est une pathologie. Quand on a des problèmes pathologiques, je conseille toujours de travailler les tissus en premier. Donc si jamais tu as de mal à chaque fois que tu l'utilises, fais que de l'automassage jusqu'à ce que ça aille déjà mieux, parce que ça va faire circuler le sang, ça va aider à réparer. Il faut comprendre qu'un muscle, donc c'est un bonbon, un muscle, hein, c'est un paquet d'élastiques qu'on a tordu. En gros, hein, je suis désolé s'il y a des gens qui sont vraiment calés en anatomie de Nawak. Donc ça fait ça, hein. C'est un gros paquet avec plein d'élastiques et on imagine un carré au départ et on fait comme ça. Et en fait, au milieu, on a toute une masse avec plein d'élastiques. Et sur les côtés, ça devient tout dur et c'est ce qu'on appelle les tendons. Les extérieurs, les tendons, en fait, ils sont beaucoup moins irrigués en sang que l'intérieur du muscle. C'est pour ça que, par exemple, quand quelqu'un a une courbature, les gens disent c'est bien ou pas bien les courbatures. Mais en fait, ça dépend où elles sont. Si elles sont au milieu du bonbon, donc dans la partie ronde du muscle, le ventre du muscle, à cet endroit-là, en fait, c'est normal, c'est la fibre qui a cassé, elle se reconstruit, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, il y a plein de sang qui circule, ça va vite se remettre. Par contre, si c'est sur le côté des tendons, donc à l'extérieur, enfin sur les extrémités des muscles, hélas, les tendons sont beaucoup moins bien irrigués vont être beaucoup moins bien irrigués et donc ça va partir plus lentement. C'est pour ça que pour moi, il faut d'abord masser toujours. De toute façon, sur tous les problèmes, il faut commencer par le massage. Si on n'a pas de mobilité, il faut d'abord que les tissus soient bons. Donc, faire plus d'automassage surtout. Donc, dans ton cas, Aline, je te conseille de faire énormément d'automassage des adducteurs. Quand tu vas retrouver la mobilité des tendons, quand tes tendons vont être en meilleur état, tu vas perdre plein d'adhérence, etc. Et c'est un cercle vicieux parce qu'au plus ils sont en mauvais état, au moins ils sont irrigués en sang. Donc voilà. Et après, en fait, après, il va falloir le mobiliser. Mais dans le cas de la tendinopathie, donc tendinite si vous préférez, je vous conseille d'abord de faire de la mobilisation en force plus que de l'étirement.
l'étirer peut risquer de redéchirer. Alors que la mobilisation en force que ça va vous donner plus de... Donc dans l'élasticité, c'est la capacité du muscle à changer de position, à revenir à sa position initiale. La force va permettre de revenir mieux dans la position initiale. Parce que souvent, c'est dans l'autre sens qu'on a des problèmes quand on a une tendinopathie. Et donc pour la tendinopathie, toujours, l'autre chose que ça va faire, c'est que au plus tu vas renforcer ton muscle, au plus tu vas faire circuler de sang dedans. Donc déjà, quand il va prendre du volume, il y aura plus de sang, il va chercher à avoir plus de sang, enfin de plasma qui va venir dans le muscle, et donc réparer ton muscle, et réparer donc tes tendons avec, et donc ta tendinite, ta tendinopathie. Et d'autre part, le fait de renforcer en soi, le fait de l'utiliser simplement, ça l'active nerveusement et ça fait venir du sang dedans. Ouais, c'est ça, ce que tu as écrit. Donc Aline a récapitulé ce que je dis. Donc voilà, donc important pour les tendinopathies. En musique, ça arrive souvent aussi. Tendinopathie, c'est pas un truc difficile à soigner. C'est super simple, techniquement, parce qu'en fait, c'est juste du massage, remobilisation, et on va augmenter les étapes de mobilisation, puis on va petit à petit réassouplir. Mais donc c'est très simple techniquement à comprendre. Le seul problème, c'est que c'est comme si on avait un spectre d'action qui était assez réduit. On ne doit pas le mobiliser. On va dire que d'un côté, il y a la surmobilisation, on le fait trop tôt, on travaille trop. Et l'autre côté, la sous-mobilisation, on ne travaille pas assez pour qu'il ait de quoi se réparer. Le problème, c'est qu'il faut réussir à cibler entre les deux. Et souvent, le problème est là. C'est que soit on ne le remobilise pas, on fait prendre du repos. Alors la personne prend du repos, mais en fait, son muscle, il est plus assez fort pour résister à la moindre charge. Et donc après, quand il revient au travail, directement reprend une tendinite. Soit c'est l'inverse, on le mobilise trop et donc on n'arrive jamais à régler les problèmes du muscle. Donc c'est ça le plus dur, en fait, c'est de taper au bon endroit. Par contre, d'un point de vue compréhension, c'est super simple, quoi, ce qu'il faut faire. C'est là qui est bien. Et donc, c'est pour ça qu'on dit on parle souvent de travailler au seuil de la douleur, mais jamais atteindre la douleur. Et c'est plus vrai que jamais dans ce qui est tendinopathie. Ça concerne énormément de musiciens aussi. Comme on parlait tout à l'heure de musiciens, etc., les musiciens ont ça beaucoup. Comme je le disais, je pense que c'est en partie lié au fait qu'ils n'irriguent pas bien leurs muscles pendant qu'ils jouent, parce qu'ils sont trop concentrés dans leur tête, et donc le sang va surtout dans le cerveau. Et du coup, en fait, ils ont très peu de conscience nerveuse de leurs muscles en général, les musiciens, moi, de ce que j'ai vu. Souvent, ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils doivent faire, en fait. Genre, ils font des gestes sur l'instrument, mais dès qu'on leur demande de faire des gestes hors instrument, ils ne comprennent pas comment on les active, etc. D'où l'intérêt de les travailler à part. Bref. Donc, les musiciens qui sont concernés par ça, il faut travailler avec la même démarche, quoi. Pas rejouer tout de suite, prendre le temps de retravailler nerveusement avant de savoir maîtriser, de sentir où sont les muscles, etc. Comment on fait pour faire ça? Comment on fait? Enfin, quel muscle travaille? Comment on fait pour mobiliser un doigt seul alors que tous les autres veulent partir avec, tout ça? En fait, ça demande une énorme conscience de départ. Ok, parenthèse fermée. Énorme digression. Donc là, le bassin, je continue les 1990. Donc il y a cette manière-là. Hein, donc on va pouvoir travailler donc soit les deux ensemble, soit on fait fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, pardon, ouverture. Soit on fait ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, selon nos points faibles. Moi, ayant une faiblesse sur la rotation externe, je vais plutôt faire la deuxième version. Si on a un côté faible, on peut aussi insister sur le côté faible. Moi, c'est le côté droit, donc je vais essayer de partir de neutre à faible plutôt que de faire des deux côtés. L'intérêt de faire ça, ce qui est intéressant, c'est que ça travaille toutes les méthodes. Ça fait une contraction des antagonistes et ça fait en même temps, les deux méthodes neurologiques dont je parlais avant, enfin les trois, mais en fait, ça travaille toutes les méthodes en même temps, ce qui est très intéressant. Donc voilà, on va faire ça, machin. Petit à petit, on va pouvoir, donc si je cible un côté, je peux aussi très bien décider de faire ça. Ça. Vous voyez là, c'est mon côté faible. Je vais faire ça, ça. Je vais revenir en neutre, je vais ouvrir, puis fermer. Par exemple, revenir en neutre, fermer, puis ouvrir. Je vais pouvoir faire plein de variations. De neutre à 1990. Je vais pouvoir chercher petit à petit à avoir aussi de l'équilibre fonctionnel en faisant l'exercice avec les mains en l'air plutôt que de tenir.
c'est un truc qui est intéressant. Je disais, la mobilité, c'est aussi pouvoir atteindre des positions amples et avoir la force. Dans cette optique-là, 2 exos que je conseille. Un, c'est de mettre les bras comme ça. Je vais le faire très mal parce que c'est mon côté faible. Je vais aller chercher à toucher avec l'épaule mon genou. Je vais le faire du côté fort parce que sinon je vais donner un petit mauvais exemple. Je vais mettre les bras comme ça. Je vais aller chercher à toucher le genou, mon genou gauche avec mon épaule gauche. Donc je suis du côté gauche. Hein, là. Donc le genou, celui qui est extérieur, celui-ci, je vais aller le toucher avec l'épaule. Je vais descendre lentement. Je vais aller le toucher et je vais remonter lentement. Et quand je remonte, je vais sentir que je pousse dans le sol que je pousse mon genou dans le sol. Ça va me permettre de travailler la force en même temps dans des positions amples. Si j'y arrive facilement, ce truc-là, je vais le faire en avion. Pas beaucoup de place. Normalement, il faut que j'ouvre mes bras jusqu'au bout. Je vais aller chercher avec le torse le mouvement. On peut avoir des trous moteurs. Ce qu'on appelle des trous moteurs, c'est un moment où c'est comme si on avait une absence de force à cet endroit-là. Visuellement, ça donne ça un trou moteur. Ça va faire ça. Puis, pam, je m'écroule. Puis, je vais remonter en donnant un petit à-coup pour remonter parce que j'arrive pas à remonter en lenteur. Ça, c'est très intéressant quand on a un trou moteur. Ça veut dire que c'est vraiment l'endroit précis où on a un manque de mobilité. Mobilité, capacité d'avoir la force avec différents degrés d'amplitude. Et donc là, c'est un endroit vraiment précis où je manque de force, quoi. Ça veut dire que c'est un endroit à travailler. Donc, si j'ai un trou moteur, je sens que mon trou moteur il arrive par exemple à cette distance, eh ben, je vais aller chipoter autour de cette distance-là pour aller réactiver nerveusement mes muscles. Il y a souvent des trous moteurs. Souvent, c'est une mauvaise coordination entre les agonistes et antagonistes, un trou moteur. Et donc, c'est très fréquent. Je reviens à la musique, hein, je suis désolé, aujourd'hui, c'est le thème. Ça arrive souvent quand on demande à un musicien, d'ailleurs, il y a une hantise énorme pour les musiciens, c'est ce qu'on appelle une dystonie de fonction. Par exemple, si je fais ça, hein, si on demande à quelqu'un de le faire très lentement, il y a beaucoup de gens qui vont faire tac, qui sont en bas. Hein, je ne sais pas si vous voyez ma main, elle est assez bas. On va dire que ça, c'est la surface, ça sera mieux. Et ben, au moment où je vais lever, je vais avoir une zone où je vais être en mouvement, je vais être assez à l'aise. Et il y a peut-être un endroit où j'ai du tremblement. Cet endroit-là, en fait, c'est un endroit où les muscles agonistes et antagonistes se battent entre eux. Et du coup, ça fait une tétanie, entre guillemets. Ça tire des deux côtés en même temps. Vous imaginez les élastiques opposés, hein. Au moment, c'est comme s'il y en a un qui tirait d'un côté et l'autre de l'autre. Alors, du coup, ça fait un tremblement de force entre les deux. Et donc ça, c'est intéressant, évidemment, parce que quand on a un trou moteur, à chaque fois qu'on a un trou moteur, c'est une zone où on doit apprendre à transférer d'un muscle à l'autre plus rapidement. C'est un problème de coordination et c'est même parfois un problème musculaire tout court. Et donc, le trou moteur, le problème de cet endroit-là, c'est que c'est une zone où on va toujours créer des problèmes, en gros. C'est pour ça que là, sur la hanche, en IT90, vous sentez qu'il y a un endroit où ça s'écroule d'un seul coup, essayez de travailler cette zone-là. Ça va vous donner vraiment beaucoup de choses. Ok, donc là, on a travaillé rotation interne, externe. Il y a un combo dont je parlerai après qui permet de tout faire. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai pas le temps. Je fais un combo entier. Je fais toutes mes rotations. J'ai pas parlé encore d'un truc jusqu'ici. C'est que chaque chose, on peut le travailler en décharge, en semi-charge, en charge et en surcharge. Qu'est-ce que ça veut dire en décharge, par exemple? Ça, c'est la mobilisation en décharge. Je mobilise mon pied, mais j'ai pas de charge dessus. Ça, c'est de la décharge. La semi-charge, par exemple, si je suis assis ou si j'ai le poids principal qui est sur l'autre pied, là, je suis en semi-charge. J'ai une petite charge, une charge allégée. Quand je dis en décharge, il y a même la sous-charge. C'est quand on utilise les élastiques, hein, qui vont aider dans le mouvement. Bon, on n'a pas encore fait beaucoup, mais les élastiques, parfois, ils vont même enlever du poids, faire que ça t'aide dans ton mouvement. Donc ça, c'est la sous-charge, quoi. Donc on a sous-charge, décharge, semi-charge. Donc ça, c'est la semi-charge. J'ai surtout mon poids sur l'autre pied, et donc je vais avoir un peu de poids ici. Si je fais comme ça, j'ai le même poids sur chaque pied, on va dire qu'on est en charge complète, voire comme ça, hein, je ne sais pas, hein, c'est juste des mots qu'on donne, c'est des points de repère, hein, c'est un continuum. Si je rajoute du poids, je me mets des haltères, là j'ai du poids, je prends ça, je rajoute comme ça, et je mobilise la cheville, là je suis en surcharge, et je peux augmenter le poids et augmenter ma surcharge. C'est des degrés de. En fait, je n'aurai pas la même mobilité. Si je suis en surcharge, j'aurai moins de mobilité que si je suis en décharge. Au moins, j'ai de charge dessus, au plus c'est facile de mobiliser.
quand on a un problème compliqué sur un muscle, un endroit, machin, il faut partir du moins chargé possible. Et on va essayer d'atteindre les mêmes degrés de mobilité avec de la charge, avec de plus en plus de charge. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que la hanche, vous voyez, quand en fait, j'ai pas fait avec les élastiques. Tiens. Les élastiques, c'est une logique de sous-charge, décharge. C'est le moins de charge possible. Quand on va le faire comme ça, par exemple, avec les bras, on va être en semi-charge parce que j'ai mes bras qui m'aident. Quand je vais faire comme ça, je vais augmenter la charge. Parce que là, en fait, j'ai lâché mes bras, donc toute la charge arrive sur mes hanches. Et si je fais comme ça, je vais encore augmenter la charge. L'étape d'après, c'est de rajouter des poids. Hein. Moi, c'est ce que je fais pour certains gestes. Je les travaille avec des poids quand je veux augmenter ma mobilité. L'élastique, j'ai oublié d'en parler, sur la rotation externe. Désolé. Est-ce que tu peux tenir? Donc, pareil, je vais le placer ici. Je vais faire comme ça. Donc, tout à l'heure, je faisais ça pour faire la rotation interne. Et là, je vais simplement le mobiliser dans l'autre sens. Ça, c'est surtout pour les gens qui ont très peu de mobilité. Hein. Si vous avez déjà une bonne mobilité, faites pas ça. Par exemple, pour Aline, ça peut être utile quand tu commences à le mobiliser, de le faire avec des élastiques parce que ça va diminuer ta charge. Et donc, quand on revient d'une maladie, enfin d'une pathologie, pardon, quand on revient, quand on a une blessure, etc., au début, c'est ce que font les kinés. Ils vont vous mobiliser. On appelle ça de la mobilisation passive, mais en fait, c'est ça, c'est eux-mêmes qui vous mobilisent de l'extérieur. Et grâce à ça, ils vont atteindre des amplitudes que tu ne peux pas atteindre seul. Parce que, justement, tu seras en sous-charge. Tu n'auras même pas de charge à faire. Et donc, l'élastique va diminuer la charge. Ça permet de le faire seul quand on n'a pas de kiné à disposition ou de quelqu'un ou quand on n'a pas à disposition quelqu'un qui s'y connaît pour vous mobiliser bien. Et après, on va augmenter les charges. Quand tu recommenceras à te mobiliser les adducteurs Aline, je te conseille d'utiliser des élastiques pour alléger la charge. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on réaugmente la charge pour finir éventuellement avec des poids extérieurs en plus. Parce qu'on peut être très très souple, par exemple, mais avoir aucune force dans notre souplesse, et ça, c'est pas très bon d'un point de vue fonctionnel. C'est ce qui arrive notamment à des gens hyper laxes. Ok, donc là on a fait rotation interne-externe avec l'élastique, donc on peut jouer toujours avec cet angle du genou. Et puis, j'ai pas montré là, hein, mais on peut s'accrocher à un endroit avec l'élastique et changer les angles au fur et à mesure, changer les charges élastiques et tout ça pour trouver des nouvelles mobilités, à augmenter son amplitude. Ok, les 90-90, je crois que j'ai vu toutes les variations qui me paraissent importantes. Maintenant, on va s'attaquer au psoas. Le psoas, donc, ça c'est bien. J'ai trouvé des photos sur internet que je vais vous partager maintenant pour vous permettre de voir. Alors, ok. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oula, évidemment. Alors, ça c'est le psoas. Parce que j'en ai parlé la fois dernière, mais c'était difficile à expliquer. Donc, vous voyez le psoas, il va s'accrocher donc derrière le dos, près de la zone lombaire. Il va passer par les crétiliaques et puis il va aller prendre ici le tendon, il va aller s'accrocher à l'intérieur du fémur. Et donc, là où on le masse, nous on va le chercher près de la crétiliaque. Hein. Vous vous rappelez, je vous avais dit de sentir votre crétiliaque et d'aller vers le nombril, on s'appelle ça comme zone. Et donc on va essayer de le masser ici. Ici c'est très dur d'accès, c'est pour ça qu'on va le masser ici. On n'a pas beaucoup de points d'accès au psoas. Et c'est un muscle donc, comme je le disais, quand on est assis, en fait, c'est un muscle qui se raccourcit en bout. Je ne sais pas si vous voyez, mais si la personne se met assis, ce squelette-là, s'il est assis, le muscle, il va être en détente. Et comme il va être en détente, petit à petit, le corps va s'adapter et va resserrer et va dire, on n'a pas besoin d'avoir autant de longueur du psoas. Et donc, au moment où on se relève, tout d'un coup, on manque de longueur. Mais comme à l'école, on est beaucoup assis, on va être beaucoup ou au travail, on va être beaucoup dans cette position assise, dans lequel le psoas n'est pas mis sous tension, et donc quand on se relève, forcément il se remet sous tension, et qu'est-ce qu'il fait? Donc là je vais revenir à l'écran. Désolé pour... Comment on arrête là? Ouais. Donc, vous l'avez vu, hein, donc, ce qui fait que quand je vais être assis,
vous voyez, mon psoas, il va être raccourci par rapport à quand je suis debout. Quand je vais remettre debout, l'élastique va tirer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me pousser à tomber en avant et donc à compenser ici. Et donc, on a besoin de redonner de la souplesse au psoas. Muscle très important pour beaucoup de monde. Toutes les personnes que j'ai diagnostiquées en posture 1, selon les critères de Christophe Cario, ou qui sont diagnostiquées en hyperlordose, le psoas est souvent un problème dans cette. C'est souvent le psoas intervient dans ce problème-là. Comment on étire le psoas? Première manière, on va se mettre. Donc là, c'est la manière gentille. On va se mettre à genoux au sol. Je mets 90 degrés, 90 degrés chaque côté. Et là, je vais serrer la fesse ici. Et garder les abdos serrés aussi. Si je relâche mes abdos, si je relâche ma fesse, je tombe comme ça vers l'avant. Si je relâche, donc si je serre que la fesse et que je relâche les abdos, en fait, je ne vais pas avoir une tension suffisante vers l'avant. Donc ici, je vais essayer. Donc en balistique, ça fait ça. En serré l'opposé, c'est vraiment les fessiers principalement. Donc c'est ici et l'ITFL qui vont m'aider à sentir que mon psoas se contracte. On le sent dans la jambe, hein, le psoas, ça étire en même temps les quadriceps. Et après, si je veux, je peux rajouter de la rotation. Donc j'essaie de tourner ma hanche vers l'extérieur en même temps et ça va aider à travailler plus en profondeur le psoas. Donc là, c'est la première, c'est une fente, on appelle ça. Hein. Et donc, je vais faire ce geste-là. Après, je peux augmenter ma fente et aller plus loin en avant. Je conseille, moi, de faire des variations, de changer à chaque fois que vous le faites, parce qu'en fait, ça va mobiliser votre psoas différemment. Et donc, je peux mettre mes deux mains ici pour m'équilibrer si je veux. Donc là, voilà, je me suis mis plus loin en avant. Ça, c'est le psoas. Okay. Je peux continuer à augmenter l'amplitude, par exemple, en allant mettre mon pied ici, et si j'ai pas de mur, j'attrape mon pied comme ça. Bon, il faut un peu d'équilibre, mais j'attrape mon pied avec la main et je vais faire ça. Et là, je vais faire pareil. Pouvoir chercher. Donc, je peux varier les longueurs de fente. Je vous conseille de partir à 90 degrés, 90 degrés au début, et après d'augmenter l'amplitude. Là, je le mets contre un mur. On peut le mettre sur une chaise. On peut le tenir soi-même. Simplement, donc le tenir soi-même. Je vais faire comme ça. Bon, on ne voit pas bien. Mais je vais faire cette position comme ça, hop, je vais tenir moi-même et je vais mobiliser mon psoas en utilisant les différentes stratégies dont on a parlé avant. Donc la balistique, je vais faire ça. Contraction volontaire, je vais serrer la fesse en même temps. Et si je veux donner de la retenue, je dois pousser mon poids vers l'avant tout en cherchant à contracter donc le psoas. Contracter le psoas, c'est comme si j'essayais de donner un coup de genou vers l'avant. Vers le haut, pardon, je vais essayer de ramener mon genou vers là comme si je voulais donner un coup de genou. Et puis je le relâche. Oula, ça va trop loin, j'ai mal. Je l'ai senti vraiment en profondeur. Et puis après, la quatrième méthode de combiner. Non, c'est pas le psoas. Oui, je vois le psoas. Et ça s'utilise mais sur les cas précis. Autre truc, donc là j'ai fait le psoas. Je peux aussi jouer avec des angles. On peut très bien combiner des choses. Moi, c'est ce que je conseille de faire, c'est de trouver des étirements qui combinent. Combine à la maison. À la place de me mettre comme ça, moi j'ai un problème de rotation externe. Je vais mettre mon genou comme ça, sur le côté. Donc je vais changer l'angle de mon genou. Et en fait, ça va faire que quand je vais pousser, en plus de travailler mon psoas, ça va travailler la rotation externe. C'est des choses qui marchent très bien. Je peux le prendre avec la main opposée, faire ça par exemple. Moi, c'est ce que je fais, mais c'est pour mon problème précis. Donc ça me permet d'étirer les deux en un quand j'ai pas beaucoup de temps pour tout étirer. Ok. Ouais, et du coup, en gros, là ça va me permettre de rajouter de la rotation si j'en ai besoin. Bon, on peut le faire en rotation externe, interne, donc en tournant le genou dans l'autre sens. Moi, je ne le fais pas, mais c'est vrai que ça peut aider aussi. Donc, je travaille mon psoas et en même temps, je fais une rotation interne ou externe. Donc, en fonction de votre point faible, n'hésitez pas à combiner, ça marche très bien. Ça vous fait gagner du temps. On verra tout à l'heure qu'il y a même des schémas, on va travailler l'arrière et l'avant en même temps, dans le même étirement, puisque si on reprend cette logique
neuromusculaires où on va contracter les antagonistes, etc. En fait, quand on fait 2 chaînes en même temps, en fait, si on passe de l'une à l'autre, on va contracter d'un côté, décontracter de l'autre. En fait, on fait les deux et donc on gagne du temps. Enfin, moi, j'estime que c'est un gain de temps de le faire comme ça. Donc, vous verrez que tout à l'heure, il y en a d'autres. C'est pour ça que le 90-90 comme ça, moi, je trouve ça très utile parce que d'un seul coup, on travaille toutes les rotations et en fait, en même temps, on travaille avec toutes les méthodes. Ok, donc là, on a vu les variations du sol. Il y en a encore d'autres. Par exemple, là, j'ai fait sur la jambe arrière, mais je peux aussi jouer sur la jambe avant. Je vais par exemple la mettre plus sur le côté, et ou la mettre sur le côté, me mettre sur le côté du pied, par exemple, et je vais m'avancer. Et comme je suis sur le côté du pied, j'augmente mon ouverture de hanche en même temps. Donc je vais faire en même temps donc, ma rotation externe en même temps que mon tour. Donc ça, c'est tous des jeux qu'on peut rajouter. On peut aller chercher plus loin sur le côté et aller étirer comme ça, comme si on essayait d'aller vers le sol ici. Donc ça, c'est tous des jeux, c'est des variations. Hein. Donc prenez la forme de base. La forme de base, c'est ça. Et après, il y a plein de variations. J'augmente, j'accroche le pied plus haut pour avoir un étirement du quadrille en même temps. Je joue sur les angles de la jambe arrière. Je joue sur les angles de la jambe avant. Et donc, j'ai tout plein de variations qui vont me permettre à chaque fois de chercher de. Mais la forme de base, c'est juste cette position de départ. Ok, alors, l'autre truc pour étirer. Ah oui, un combo que je vous conseille, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé sur internet, je pourrais vous envoyer la vidéo. Un combo que je vous conseille, c'est vous partez comme ça, si vous avez la capacité, vous partez accroupi, vous faites rotation interne, externe, donc ça fait quasi un 90-90, hein, ce qu'on voyait tout à l'heure, donc c'est plus petit comme angle, c'est la même logique. Là j'échange, comme ça je travaille des deux côtés. Donc tout ça c'était, là je viens de le faire, les exercices en décharge. Après je vais le mettre en charge, je remontais, faire un essuie-glace. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez vos mains au sol pour vous aider. Ça fera de la demi-charge. Je redescends, je retombe en 90-90. Quand je suis là, je vais aller chercher avec le pied opposé, je vais me positionner là et je vais pousser pour faire le saut. Et après, je le fais dans l'autre sens. Si je le fais une fois de chaque côté, j'ai tout travaillé avec différentes charges, ce qui me paraît assez intéressant. Ok, donc ça c'est pour la hanche. Gros sujet, assez long. Il y a beaucoup de choses à faire dans la hanche, donc ça prend un peu de temps. La chaîne arrière. La chaîne arrière, comme je disais, parfois ça vient du pied. Donc si vous avez une faiblesse au niveau du pied, commencez par le pied parce qu'il y a beaucoup de gens chez qui c'est le pied le problème. Sinon, on peut travailler toute la chaîne arrière. La chaîne arrière, parfois il y a un gros groupe qui s'appelle les ischio-jambiers. Il y a plusieurs. Donc dans l'ischio-jambier, il y a ce qu'on appelle le semi-tendineux, le semi-membraneux et le biceps fémoral. Donc c'est trois parties qui vont contracter. C'est les muscles qui vont servir à faire ça, à relever le talon notamment. Il y a d'autres mouvements. Et ben ça c'est ce qu'on appelle le groupe ischio-jambier. Parfois l'ischio-jambier il peut à lui tout seul avoir beaucoup de problèmes. Parfois ça va être dans le dos qu'on va avoir des problèmes. Parfois ça va être au niveau de la nuque. Donc ça peut se trouver à plusieurs endroits. C'est pour ça que je vous conseille, si le pied c'est très facile à détecter, le reste parfois c'est un peu plus long. Donc c'est pour ça qu'on va travailler la chaîne globale. Pour travailler la chaîne globale, très simple. En plus ça travaille sur l'ouverture de thorax en même temps, donc c'est assez cool. Vous allez, on y reviendra quand on fera le thorax. Vous mettez contre un mur, vous mettez les jambes comme ça. Encore une fois, moi je conseille les combinaisons. Là, important, je vais mettre mes mains, je vais mettre les paumes vers le haut. D'accord? Ça va faire une rotation de mes. Ça va permettre en fait d'avoir une bonne rotation externe de mes épaules et que mes épaules soient bien collées. Si je fais ça, mes épaules vont avoir tendance à se décoller. Alors que si je les mets là, elles vont bien se coller. Donc j'essaie d'avoir un angle droit comme ça. Je ramenais mes pieds, donc là je suis en décharge, hein, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai peu de charge. Je ramenais mes pieds vers moi pour quand je veux activer musculairement. Je ramenais mes pieds comme ça vers moi et je vais essayer d'étirer, de m'agrandir au niveau de la nuque, comme si je voulais tirer ma tête vers là-bas. Variation pour les personnes qui, comme moi, manquent de mobilité du torse, c'est de faire la même chose. On cherche
des angles de 45 degrés, paume vers le haut, et je vais le mettre vers le haut. Comme ça, en même temps, je travaille mon overhead, donc ma mobilité au-dessus du... Ça marche aussi. On peut même rajouter des poids et le mettre comme ça pour que les épaules arrivent au sol. Moi, c'est ce que je fais souvent, je travaille avec des poids et je les mets comme ça. Donc, on va se mobiliser comme ça. On en profite pour travailler la respiration. Donc, bien utiliser le ventre. Et si on fait les fous, ce qu'on fait, c'est qu'on va synchroniser notre respiration avec des moments de tension et de détente. Par exemple, un truc qui est intéressant, c'est de contracter les rhomboïdes, donc essayer de ramener les omoplates les unes vers les autres pendant l'inspire. Attends, je dis à l'envers. Oui, c'est ça, pendant l'inspire, et de descendre mes épaules le plus bas possible. Moi, je vous conseille de le faire comme ça parce que ça travaille d'autres trucs dont je parlerai plus tard. Et ça permet en fait, et en même temps, pendant tout ce temps-là, pendant la détente, pendant le moment où je vais expirer, je vais ramener un peu plus fort mes orteils. Donc je vais faire ça. C'est un combo pas si simple à faire. Mais pendant l'inspire, je vais tirer mes épaules, je vais ramener mes épaules comme ça vers le bas et mes omoplates l'une vers l'autre. Et pendant l'expire, je vais ramener mes orteils vers moi. Ça fait ça. Bon, c'est pas si facile à réussir, mais c'est très efficace. L'autre variation qu'on va faire, en fait, on va changer la charge et on va le faire dans l'autre sens. Je vais mettre toujours une écart, hop, et je mets comme ça. Et donc là, j'ai plus de charge, mais c'est le même étirement. Donc là, j'abaisse mes épaules pendant l'inspire. Il faut faire attention pour les personnes comme moi de ne pas décoller le dos pendant qu'on tire. Ça arrive souvent. Donc ça étire la chaîne globale. Donc je ne vais pas faire des masses d'étirements sur ça parce qu'en fait la chaîne arrière, ce truc-là, il est super bien. Dans les autres trucs qu'on peut faire, c'est partir du sol. Celui-là, il est un peu trash, donc le premier, il est simple, hein, mais si on rajoute, il y en a un avec rotation, une variation avec rotation, qui est quand même, on la sent passer, il faut dire la vérité. La première, c'est que vous allez vous mettre au sol, mettre les mains contre le sol et remonter les fesses pour remonter. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir l'extension complète au niveau de la jambe. Le but, c'est surtout d'avoir le dos qui reste bien positionné avec un bon creux lombaire. Donc, je fais ça. C'est assez conseillé aussi de se mettre pas très loin d'un mur, de mettre les fesses et de remonter le long du mur. Pourquoi on le fait dans ce sens-là et pas dans l'autre sens? C'est que quand on va descendre comme ça, on va avoir tendance à enrouler la nuque et d'enrouler tout le dos quand on descend, alors que quand on remonte, on va tendance à avoir un bon creux lombaire. C'est pour ça que moi, je conseille de partir du sol et de remonter. Ok, une fois qu'on a travaillé, donc celui-là, il va travailler aussi toute la chaîne arrière. Si on veut rajouter la rotation, là, je vous préviens, ça devient un petit peu... vous allez sentir des nouvelles choses. Prenez quelque chose de circulaire, rouleau de massage, rouleau de pâtisserie. Vous prenez un appui éventuel en fonction de votre souplesse. Je vais montrer avec un appui parce que je ne suis pas sûr d'y arriver, moi. Donc là, j'ai mon appui. Je pars comme ça, donc à une dizaine de centimètres du mur. Je vais remonter en longeant. Je repartais plus proche, pardon. Je mets mes talons pas trop écartés non plus. Je vais partir en longeant. Donc là, je peux bien m'appuyer ici parce que j'ai pris un appui. Je vais mettre le rouleau d'automassage ici. Vous voyez, le rouleau est là. Et au moment où je suis comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mes hanches comme si je voulais serrer le rouleau avec l'arrière de ma jambe.
ça va rajouter donc une torsion sur toute la chaîne, ce qui donne des sensations nouvelles. Peut-être que ça vous fait hyper mal. C'est possible. Donc ça va étirer donc la chaîne arrière. Dernier étirement de la chaîne arrière que je vous propose. Vous allez prendre un élastique, un essuie-serviette, ou une ceinture. Vous mettez couché contre le sol. Vous allez prendre le pied. Vous allez prendre votre pied avec l'élastique. Vous allez remonter perpendiculairement votre jambe en tirant ici avec les bras. Et en même temps, il faut garder cette jambe bien collée contre le sol. Il ne faut pas qu'elle se décolle. D'accord? Vous ramenez. Vous pouvez vous accompagner musculairement en tirant votre cheville vers vous. Et si on veut le travail en rotation, on va laisser tomber la jambe sur le côté. Et là, vous allez avoir des sensations nouvelles. Il faut laisser tomber sur le côté, mais sans décoller le dos. Il faut que le bassin et tout soit bien en contact. On va faire ça. C'est un étirement assez profond d'habitude. Je n'ai pas montré la chaîne arrière sur les. Je vais vous montrer les schémas de la chaîne arrière. Donc, celui-là, donc, je vous partage l'écran. Okay. Alors, cette fois-ci, arrête de t'énerver, toi. Ah ben, j'avoue que j'ai pas regardé les schémas, j'ai juste appuyé dessus et du coup, je me rends compte que je les connais pas, donc il faut que je regarde si c'est neuf, je pense. On va pas en grand. Il n'y a pas plus grand, non, c'est un peu petit. Vous voyez, c'est cette chaîne-là. On fait comme ça. Part du talon, elle remonte ici, on voit qu'il y a les jumeaux, donc les mollets. Après, donc, le groupe dont je parlais, c'est ischio-jambier. C'est ça. Et après, elle va rejoindre ici tous les lévateurs du rachis, etc. Tous ces muscles de l'arrière du corps qui vont être impliqués. Donc, dans la chaîne arrière. Et donc, quand on fait l'étirement sur le mur, on travaille toute la chaîne en général. Puisqu'on part du pied jusque là. Et donc, ça va arriver jusque dans la nuque et on voit que ça va s'accrocher ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne postérieure ou la chaîne arrière. Donc ça c'est la chaîne arrière, chaîne postérieure. Il y a une partie dont je parlais, l'ischio-jambier, qui est un peu importante, donc on va la travailler aussi, puis après ça sera fini avec cette partie-là. Je n'ai pas donné toutes les variations, c'est trop long, hein, mais vous connaissez, hein, vous essayez, c'est la même chose, hein, toujours chercher les antagonistes, machin. Regardez si on peut rajouter la charge, diminuer la charge en fonction de notre capacité. Là, cette fois-ci, donc je vais la faire debout, on voit pas bien. Debout, je vais me mettre un peu incliné, les mains dans le dos, ça va m'aider à avoir le dos droit. Et je vais chercher à ramener mes orteils vers moi et en même temps à incliner, à donner de l'angle ici au niveau du bassin. Et ça va travailler l'ischio-jambier, toute la chaîne. Si je veux augmenter le truc, je dois faire une rotation en même temps. Bon, je vous conseille pas tout de suite. Une autre manière de le faire, à genoux, une jambe comme ça. Hop, à genoux, jambe comme ça. Je vais abaisser, donc je vais essayer de m'abaisser en gardant le colon vers le plus possible. Là aussi, on peut jouer avec des variations en changeant les angles, en regardant par rapport à nos points faibles respectifs. Moi, j'en ai moins là-dessus, donc je le travaille moins. Et donc, je vais faire ça. Et si je veux rajouter de la rotation, donc là, je fais le pied gauche, je tire le côté gauche, je vais mettre ma main droite contre le sol et je vais ouvrir comme ça vers le haut et ça va rajouter de la rotation.
Et voilà. Ça, c'est l'ischio jambier. Bon, ça fait long, hein, tout ça. Donc ça, c'est la chaîne arrière. Encore une fois, si vous avez un portefeuille, n'hésitez pas à regarder sur Internet, il y a des tas de ressources. Quand vous connaissez le nom, en fait, c'est facile, il faut connaître le nom de votre défaut. Une fois que vous connaissez le nom, il y aura plein de solutions que vous pouvez trouver sur Internet. Là, je vous donne les bases et puis mes stratégies, surtout les stratégies et les bases qui sont intéressantes. Votre connaissance de vous-même est élevée, vous pourrez trouver vos propres schémas d'étirement. Ok. Donc là, on a fait chaîne arrière, on a fait hanche et pied. Donc en fonction de vos points faibles, vous savez lesquels cibler. On va passer à le torse, l'extension du torse. J'ai oublié de le dire sur l'email. Si vous avez un rouleau de massage, c'est plus facile pour travailler l'extension du torse. Moi, je vous le conseille parce que franchement, on va quand même beaucoup plus loin. Si vous n'en avez pas, vous faites comme ça. Vous asseyez sur quelque chose. Vous cherchez à relever vos pieds assez haut. Vous allez chercher une extension du torse en faisant ça. Je sais que c'est difficile à passer. Ce qui est le plus important, c'est de bien. Pourquoi je vais chercher à le mettre haut? Parce que plus je suis haut, au moins j'aurai de creux lombaires. Vous voyez, si je suis comme ça, je ne peux pas avoir de creux lombaires. Si je suis comme ça, je peux tricher en creusant à la place d'assouplir le torse. Je vais chercher à creuser les lombaires ici, ce qui est souvent ce qu'on recherche. Enfin, c'est pas comme ça qu'on étire le torse. Donc là, je vais le mettre comme ça. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont des points faibles en overhead, commencez par ça, c'est le plus important. Donc là, je vais le mettre comme ça. Je le mets assez haut. Si je pouvais le mettre encore plus haut, je le mettrais plus haut. Et là, je vais chercher à contracter le grand dorsal. Donc ici, je vais essayer de chercher à contracter ici pour ramener le plus possible ma tête en arrière. Je vous conseille de le faire pendant l'inspire. Donc je vais faire ça. Exercice sans décharge. Pour les débutants qui ont du mal à situer, commencez par ça. Si vous avez déjà un niveau un peu plus avancé, on va faire la charge, en charge. Là, je vais me mettre comme ça à quatre pattes. Donc à peu près les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Je vais me mettre à quatre pattes. Et donc pendant l'expire, je vais essayer de remonter comme ça et de rendre mon dos creux. Donc ça va creuser mes lombaires, mais c'est surtout au niveau du torse que je vais chercher un étirement. J'essaie de m'agrandir et de tirer vers l'arrière. Donc je vais faire ça. Et je dois sentir que ça tire jusque les abdominaux. Et après, je vais ressouffler et arrondir tout. C'est intéressant parce que ça étire des deux côtés. Donc moi, je conseille énormément cet exercice. En plus, ça travaille la respiration. Donc on fait. Puis je vais expirer. Pendant que j'expire, je vais pousser un maximum mes bras pour essayer de rendre le sommet de mon dos, enfin entre mes omoplates, j'essaie d'avoir un rond énorme. C'est très utile parce que ça étire les rhomboïdes aussi. C'est pour ça que cet exercice est très complet. Il permet d'apprendre des nouveaux gestes. Essaye de ne pas relever la tête comme ça, mais de tirer ton menton vers le haut. Ouais. Donc petite erreur qu'Antoinette faisait, elle faisait ça. Essayer de, en même temps de tirer comme ça, mais pas comme ça. Je ne sais pas si on voit la différence. C'est assez important de penser qu'on tire comme si on essayait de rentrer le menton. Comme si on faisait ah bon, alors qu'on était surpris, ça marche. Ça va mieux tirer votre torse. Très intéressant cet exercice, il travaille plein de trucs en même temps, donc moi je le conseille à tout le monde cet exo. Parce qu'en plus, il va travailler un autre truc qu'on appelle la protraction, ce geste-là, et qui est un geste hyper utile aussi pour les épaules, que beaucoup de gens qui ont les deux courbés doivent utiliser plus aussi. Donc c'était vraiment très 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 utile cet exo. Voilà. Extension du torse avec rouleau. On va mettre le rouleau
Donc je ne vais pas le mettre trop bas dans le dos. Je vais ramener mes pieds, toujours pour la même raison que tout à l'heure. Si mes pieds sont étendus, je vais avoir tendance à avoir plus de creux lombaires, alors que si je suis ici, je vais en avoir moins. Les variations, faire ça. Variation 2, je vais mettre les mains ici, je vais essayer de relâcher ma nuque et d'augmenter l'ouverture. Variation 3, pouce vers le bas. Variation 4, on rajoute des poids dans les mains. Et à ce moment-là, je vais pouvoir aller chercher plus loin dans mes amplitudes et puis jouer neurologiquement, enfin à serrer les antagonistes, enfin à serrer le muscle que j'étire, puis le relâcher et tout ça en même temps, c'est plus facile quand on a un poids, parce qu'on sent vers où on doit serrer. Donc je vous conseille plus tard, quand vous commencez à vous sentir à l'aise, à faire avec un poids. Après, je vais le déplacer légèrement, le rouleau, je vais refaire le même exercice. Là, celui-là, ou celui-là. C'est un peu entre l'automassage et l'étirement, je l'ai déjà montré sur l'automassage, donc je le remontre ici. Mais il est très utile. N'hésitez pas à essayer d'inspirer pendant l'extension, ça peut aider en plus à recadrer bien la respiration. Donc toujours avoir les pieds le plus proche possible des fesses, au plus elles sont éloignées, au plus vous aurez de creux lombaires, et du coup ça ne va pas travailler l'étirement au bon endroit. Donc voilà, et dernier, il ressemble, moi je le combine personnellement avec l'exercice de la chaîne posture à l'arrière. En fait, une fois que vous êtes ici, alors vous allez ramener les pieds comme ça à plat, encore une fois pour diminuer vos creux lombaires, empêcher les creux lombaires, et vous allez essayer de poser vos revers de main contre le sol. Et pendant l'inspire, vous allez essayer d'ancrer comme si vous poussiez dans le sol avec les revers. Si vous avez des poids, on va dire que ça c'est un poids, prenez le poids comme ça, les paumes vers le haut. Ah oui, essayez d'avoir les pieds à plat contre le mur, c'est mieux. C'est mieux d'un point de vue positif. Donc si on n'a pas de poids, on prend ce qu'on peut. Et voilà pour l'extension thoracique, très utile pour les gens qui ont la nuque en avant, enfin pour des tas de défauts. C'est le premier à faire pour plein de gens, celui-là. Donc si vous avez un souci en overhead, faites celui-là. Ça concerne souvent les gens qui ont fait du sport avant parce que les muscles développés dans le sport ont tendance à créer des rotations internes. Ah, il n'y a plus personne. Bon, Aline m'avait dit qu'elle partirait. Yayou, je crois qu'elle a eu des galères pour se connecter. Et Laurence, je sais pas pourquoi elle a disparu. De toute façon, elle est bientôt là. Ah, il y a de nouveau Laurence. Laurence, t'as perdu la connexion, Laurence? Ouais, désolé. T'as loupé un long moment, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, bah ouais, mon ordi s'est coupé en fait en le déplaçant. Je reverrai la vidéo un moment. Donc là, j'ai fait tout ce qui était extension thoracique. Ouais, je regarderai sur la vidéo. Et il reste les épaules. Je pourrais pas faire plus aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Épaules, donc il y a rotation interne, externe, et après il y a des mouvements abduction, il y a d'autres mouvements des épaules. J'ai quelques exos que je conseille énormément des épaules. Encore une fois, je vais te montrer surtout ceux qui sont en décharge. Mais tout ça, ça peut se rajouter avec la charge. Je vais quand même montrer comment on rajoute de la charge dessus. Premier exo. Hop, j'ai oublié toute une partie de l'extension thoracique, je la ferai une autre fois. Parce que ça prend trop de temps. Premier exo, vous allez faire des angles, encore une fois, de 90 degrés, 90 degrés. Ici, je vais chercher un angle ici entre ma main et mon avant-bras de 90 degrés. Je vais mettre ici le même angle aussi. Donc un angle droit entre mon bras et mon torse, ici. Et il faut que j'ai un angle droit entre mon pied, enfin mon tibia et le sol. Donc il ne faut pas être incliné comme ça ou dans l'autre sens. Il faut que la distance soit la plus exacte possible. Pendant que je suis comme ça, je vais essayer le plus possible de faire des... On ne voit pas bien les angles parce que je suis en diagonale par rapport à la caméra, mais j'ai des angles de 90 degrés, enfin des angles droits. Je vais essayer
le plus possible de relâcher mon épaule pour qu'elle descende le plus bas possible. Si j'y arrive pas, je vais même contracter, donc je vais contracter, c'est le bas des trapèzes, hein, je vais contracter pour essayer de ramener mon épaule vers le bas. D'accord? Si j'y arrive quand même pas, alors ça veut dire que j'ai pas encore la mobilité pour. Je vais mettre mes mains un peu plus hautes et je vais me rapprocher légèrement du mur. Et comme ça va pousser mon épaule vers le bas. Mais on vise l'angle droit. Truc important, gardez les doigts étendus. Parce que si mes doigts sont courbés comme ça, en fait, je suis en train de tricher. C'est un étirement d'une chaîne musculaire. Donc, en fait, je donne du jeu à toute ma chaîne en pliant les doigts. Donc, essayez de tendre ici les doigts. Donc, à ce moment-là, je vais contracter donc, tous les muscles qui vont m'aider à étirer en abaissant mon épaule et en essayant de ramener ma main vers moi. D'accord? Ça, c'est la première base. Vous pouvez toujours faire le jeu de tout à l'heure. Comme il y a un poids naturel qui tombe sur votre épaule, vous pouvez d'abord la contracter en la remontant, puis la relâcher. Et puis, vous pouvez évidemment combiner, ce que je conseille toujours. On remonte, on contracte 3 secondes. Et quand je relâche, je pousse volontairement vers le bas en même temps. Premier angle, après, ce qu'on va faire, c'est ce que j'appelle du nord, sud, est, ouest. Hein. On va changer les angles. Vous allez sentir normalement que ça va un peu plus profond. Selon vos capacités, rotation interne, externe, que vous avez dans votre test de mobilité, vous allez avoir plus ou moins de facilité. Moi, j'ai besoin de faire la rotation externe, donc dans ce sens-là, je le sens beaucoup plus en rotation interne. Je vais travailler sur les différents angles. Là, c'est toujours la rotation externe. Je vais aller le plus loin possible. La plupart des gens ont plus de problèmes de rotation externe qu'interne. Là, quand je tourne dans ce sens-là, je suis vraiment à fond en rotation externe. C'est assez difficile pour moi de relâcher l'épaule dans ce cas-là. Après, on va pouvoir le faire en rotation interne, surtout pour ceux qui en ont besoin. Pour les autres, c'est toujours intéressant d'apprendre à descendre son épaule tout en ayant une rotation interne. Parce que beaucoup de gens vont faire comme ça, pour relever l'épaule. Essayer de la garder basse. Là, j'ai travaillé toutes mes rotations. Je reviens à ma rotation initiale. Enfin, ma base, la neutre, on va dire, entre guillemets. Et là, je vais jouer à tourner mon coude. Donc, je garde mon épaule basse. Je vais tourner mon coude. Là, je le tourne d'un côté puis de l'autre. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, mon coude, il n'y a pas de capacité de mobilité. Hein. C'est mon épaule qui fait ce travail-là. Mais j'essaie de la garder basse. C'est ça qui est très important. De garder. Donc là, je vais rajouter de la rotation dans mon étirement. Comme ça. Après, on va faire un geste, la protraction. Alors là, c'est difficile à voir. Je vais faire comme si je poussais dans le mur et comme si j'allongeais mes mains. Donc ça va faire, ici, je vais sentir, si vous voulez sentir, ça aide de tirer avec la main ici, pour sentir que comme si on pouvait rallonger notre bras, en mode inspecteur de gadget, quoi. Et puis on va revenir. Donc j'exagère le mouvement, là je suis court et là je rallonge. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Hop, court et je rallonge. Et après on peut combiner évidemment, faire une rotation, long, court. Rotation dans l'autre sens, long, court. Ou l'inverse, je fais long, je fais une rotation dans les deux sens. Je fais court, je fais une rotation dans les deux sens. Ça travaille des variations incroyables au niveau des épaules. Je pense que si vous le faites pour la première fois, vous devez sentir des choses nouvelles. Très utile, notamment pour les musiciens, parce qu'en fait, cette chaîne-là, elle est tout le temps utilisée par les musiciens. Si je veux rajouter de la charge, je ne vais pas faire toutes les variations maintenant. Si je veux rajouter de la charge, je vais pouvoir travailler sur ce genre en faisant à 4 pattes. Je vais rajouter un peu de charge et je vais pouvoir travailler mes différents gestes à 4 pattes. Ou sur le genou comme ça. Tac. Ça va me permettre de travailler d'autres trucs. Mais je conseille de travailler sur le mur parce que l'étirement sera plus profond sur le mur. Ça, c'est des mobilités qu'on peut se rajouter quand on veut. Ben, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que quand ils faisaient des pompes, ils avaient mal aux poignets, aux épaules, etc. C'est des trucs que je vous conseille de faire avant de faire des pompes. Donc là, on va le faire à 4 pattes, etc. Je peux changer les angles, jouer à mobiliser différentes parties, faire des rotations, tout ce que je veux. Je peux changer les angles, faire toujours le nord, sud, ouest, ouest, machin. Je peux mettre les mains à l'envers, etc. Je vais pouvoir faire plein de variations comme ça. Et après, je vais faire la même chose, sauf qu'à la place de mettre à 4 pattes, je vais le mettre comme ça si je veux encore augmenter la charge. Je vais pouvoir jouer avec les mêmes choses.
Donc là, je vais augmenter ma force, diminuer un peu mes amplitudes. Quand vous le faites ici, vous pouvez aussi le faire comme ça une fois que vous avez fait dans l'autre sens. Je pense que c'est un peu moins utile entre nous, mais ça peut servir pour notamment les musiciens. Dans les musiciens, ils doivent beaucoup travailler ça, surtout les guitaristes. Donc ça, c'est les mobilisations d'épaule. Il y en a d'autres qu'on peut travailler, etc. Mais je dirais que si vous faites déjà celle-là, vous avez beaucoup. Si vous voulez augmenter, vous pouvez aussi, je n'ai pas montré toutes les variations, vous pouvez tourner votre corps petit à petit en opposé. Ça va augmenter l'étirement du pectoral en même temps. Et donc, ça va changer un tout petit peu. Mais je vous conseille d'abord celle en angle droit. Je pense franchement, c'est celle qui permet le plus de variations intéressantes. Et après, si vous voulez rajouter, n'hésitez pas, ça vous fera toujours du bien. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à être juste. Je pense qu'il faudra consacrer un moment pour revoir les autres variations de l'extension du torse. Parce que là, on a vu surtout les variations rectilignes. Il y a des ouvertures de torse qu'on peut faire sur les latérales aussi qui sont toujours intéressantes à rajouter. On verra probablement 2-3 étirements supplémentaires pour les épaules si vous le voulez, mais franchement, ceux des angles droits, on fait beaucoup de choses avec ça. Donc moi, je les trouve très efficaces. Et on verra probablement tout ce qui est nuque et mâchoire. Parce que j'en ai parlé un petit peu la fois dernière, la mâchoire et la posture, c'est souvent lié. Voilà, en gros. Je vais m'arrêter là et je vais arrêter l'enregistrement bientôt. Merci beaucoup. T'as des questions? Non, c'est super clair. Je regarderai la truc du torse là parce que je ne sais pas. Ouais. Ok, très bien. De toute façon, je devrais revenir là-dessus, je pense, parce qu'il manque 2-3 trucs. Hein. Il y a tout plein d'extensions qui sont hyper intéressantes à faire. Moi, j'ai le problème d'ouverture du torse, donc je sais que pour ma part, c'est ce qui m'aide le plus. Voilà. Cool. Bah, c'est génial. Eh ben, ciao, ciao. Ciao, à bientôt. Ciao, à bientôt. Si tu veux faire un atelier pour les musiciens, ben, je pense que je connais plusieurs personnes qui seraient intéressées. Donc... Ce que je te propose, c'est éventuellement de placer ce jeudi, si jamais il y en a qui sont intéressés ce jeudi, ou bien de toi de me donner un jour qui convient pour d'autres musiciens et je m'arrange. Moi, de toute façon, toutes mes activités sont tombées puisque tout ce qui est sport est interdit maintenant. Donc, ça va, j'en parle. Donc voilà, moi, j'ai plus rien, a priori. Quoi? Ouais, j'en parle pour jeudi matin et je te tiens au courant. Ouais, ok. Eh ben, ciao, ciao. Pas de souci. En tout cas, tiens-moi au jus et moi, je peux faire un truc si ça vous intéresse. Ouais. Et je le dis à tout le monde, on va probablement avoir plein de balles d'automassage. Génial, parfait. Oui, moi, je suis super intéressée. Donc, je peux t'en ouais, ok. Eh ben, très bien. Ciao, ciao. Merci, à bientôt. Ciao.